Voilà, on va parler ce soir de la situation dans les pays arabes après les révolutions, après les printemps arabes. Merci Martine Gozlan d'être sur notre plateau. Vous êtes grand reporter à Marianne et vous venez de publier L'imposture turque chez Grasset. Merci Mathieu Guider, professeur spécialiste du monde arabe. Vous avez écrit Le choc des révolutions arabes aux éditions Autrement. On va aller tout de suite d'abord au Caire, retrouver notre envoyé spécial François-Xavier Ménage. Bonsoir François-Xavier, vous êtes sur la place Tahrir, bien sûr, fidèle au poste depuis plusieurs jours maintenant. Et tout le monde a le sentiment d'être revenu 9 mois en arrière autour de vous. L'histoire se répète, mais toujours pas de solution. Parce que du côté des messages, on entend toujours le même. Dégage. À l'époque, c'était pour Moubarak. Ça a marché en quelques jours. Aujourd'hui, c'est pour le maréchal Tantawi qui, de facto, gère ce pays depuis maintenant février dernier. Et puis, la population de la place Tahrir, c'est toujours la même. À la fois des chefs d'entreprise, des avocats, des chômeurs, des étudiants, des personnes âgées qui parfois ont plus de 80 ans. On évoque toujours ce terme de mosaïque pour parler de la place Tahrir. C'était vrai il y a 9 mois. C'est encore vrai aujourd'hui. Mais le problème, c'est que rien n'a changé, vous disent les manifestants de cette place, et que si le programme électoral est chargé avec des législatives qui doivent commencer lundi et des présidentielles peut-être d'ici la mi-2012, calendrier chargé donc, mais toujours pas d'homme-providence. Alors tout à l'heure, on a vu le portrait de Nasser qui était distribué sur cette place Tahrir, comme si il fallait attendre un miracle maintenant ici en Égypte. Merci beaucoup François-Xavier Ménage. Donc Nasser, les portraits de Nasser, place Tahrir. Qu'est-ce que ça veut dire, Mathieu Guider? C'est l'ironie du sort. Enfin, Nasser, aujourd'hui, on sait que c'est Nasser qui a introduit toute cette phase qui aboutit à un régime militaire depuis 1952. Les Égyptiens n'ont connu que des présidents militaires et c'est l'échec de ce système. Les Égyptiens ont fait une révolution en février. Le 11 février, ils ont fait chuter Moubarak, quand même 3 décennies. Mais la révolution n'est pas terminée, ils le savent. Ils ont donné un laps de temps important à ce gouvernement qui n'a pas fait grand-chose sur le fond, c'est-à-dire pas de réforme structurelle, pas de changement sur la corruption, sur un certain nombre de choses. Et donc aujourd'hui, on est face à l'impatience. Il y a un problème de temporalité entre les révolutionnaires et le gouvernement. Et on est à un tournant aujourd'hui puisque sur cette place Tahrir, la révolution recommence et le gouvernement ne peut plus rien faire. C'est une nouvelle révolution qui peut compliquer, qui peut continuer et compliquer la situation ou au contraire la dénouer? Non, c'est une nouvelle phase de la révolution. Parce qu'une révolution, ça ne se fait pas en un jour comme on l'a cru, comme on l'a tous rêvé. Une révolution, ça se fait en une infinité d'étapes. Et cette affaire du retour de l'image de Nasser, c'est assez sidérant, fascinant et en même temps fatigant parce qu'on a l'impression que c'est toujours le retour à l'homme providentiel. Alors qu'en fait, tout ce que les Égyptiens réclament, c'est de prendre leur destin en main. Simplement, l'armée a réitéré les mêmes erreurs. Et maintenant, il faut noter quelque chose de très important, c'est que les frères musulmans ne sont pas sur la place Tahrir. Oui. Et qu'eux soutiennent le maintien des élections de lundi prochain, du 28 novembre. Parce qu'ils espèrent bien ramasser la mise et gouverner. Donc, ce ne sont pas eux qui sont sur la place Tahrir. Est-ce qu'ils peuvent gouverner avec le régime militaire de la même façon? Il y a un accord entre les deux, ce sera possible? Depuis quelques mois d'ailleurs, ce qui fait que cette armée n'est pas tombée, en quelque sorte, le régime militaire n'est pas tombé, c'est que les frères musulmans ont fait le choix d'un parti de l'ordre. Il y a aujourd'hui en Égypte un parti de l'ordre qui est composé des militaires d'un côté, des frères musulmans de l'autre. Mais si demain les frères musulmans lâchaient l'institution militaire, il est clair qu'il y aura un régime totalement civil dominé par les frères musulmans d'ailleurs et par d'autres groupes islamistes. Et cela peut se passer là dans les jours qui viennent, à votre avis? Il peut se passer n'importe quoi dans les jours qui viennent. Il peut se passer une répression accrue, il peut y avoir 100 morts, il peut y avoir la démission du maréchal Tantawi qui avait hier, dans son speech, exactement les mêmes traits que Moubarak. C'était, on a l'impression d'une répétition permanente. Et puis ces jeunes, tous ces gens qui sont sur la place Tahrir, ils sont dans un refus total des normes et de l'autorité. Donc, pour l'instant, c'est le brouillard sur cette place emblématique. Mais les frères musulmans peuvent être l'ordre et la protection, peuvent incarner ce retour à ce qui est certain aujourd'hui, c'est que si l'Égypte veut la stabilité, il est clair qu'il n'y a que les frères musulmans qui peuvent vraiment assurer cette stabilité. C'est-à-dire qu'ils tiennent le terrain, qui tiennent le peuple, qui peuvent vraiment ancrer un message, le rassurer. Ils ont cette crédibilité, cette légitimité de l'opposition de longue date, la question de la transparence, de l'honnêteté, etc. Aujourd'hui, tous les autres partenaires, malheureusement, sont un peu décrédibilisés. Ils n'ont pas de marge de manœuvre réelle.
Oui, je ne serais pas tout à fait d'accord sur le fait que, bon, ils ont une image, ils ont une puissance. Quant à affirmer qu'ils sont absolument transparents, honnêtes et qui peuvent assurer la stabilité de cet immense pays qu'est l'Égypte, c'est aller un peu vite en besogne. C'est un pays aussi qui est composé de plusieurs sociétés. Il faut ressonger quand même à la situation des Coptes, ces chrétiens d'Égypte, qui sont allés quand même, qui ont été la cible des pogroms sous Moubarak, et puis après Moubarak, depuis la Révolution, qui pensaient eux. L'armée ne les a pas protégés. L'armée ne les a pas protégés. On se souvient de ces images idylliques sur la place Tahrir pendant la Révolution, d'un Copte à la croix copte tatouée et tenant la main d'un frère musulman avec la tâche des 5 prières quotidiennes. Et on avait l'impression d'une Égypte unie, comme une seule main, comme le crient toujours les manifestants de la place Tahrir. Mais l'Égypte n'est pas du tout unie comme une seule main. Qu'est-ce qui peut se passer justement dans votre livre, vous dites l'imposture turque, parce que on a beaucoup parlé de cet islam modéré à la turque d'Erdogan qui pourrait servir de modèle pour les partis islamistes d'Égypte, de Tunisie, de Libye, point d'interrogation. C'est une fiction, ce modèle. C'est une fiction. C'est justement ce que j'essaye de démontrer, non pas d'un point de vue idéologue, pas du tout, mais en m'appuyant sur mon expérience de reporter et de terrain, parce que j'aime la Turquie, mais j'ai été voir sur place ce qui se passait. C'est un rêve, c'est une fiction, c'est un mensonge. Aujourd'hui, Ruth, à l'heure où nous parlons, depuis 2 jours se poursuit le procès de nos confrères turcs, 2 journalistes extrêmement célèbres, Ahmet Sik et Nedim Sener, qui ont été embastillés depuis 8 mois avec 70 autres journalistes sous inculpation de complot. Donc, pas de respect de la liberté de la presse, notamment. Pas de démocratie. Est-ce que c'est toujours le modèle aujourd'hui, le modèle de l'islam turc ? Ce modèle a été pris comme un modèle parce qu'il est connu de l'Occident. C'est-à-dire que les islamistes dans le monde arabe et musulman l'ont signalé, l'ont affiché parce qu'il est assez proche, il est lisible et que ça fait une dizaine d'années qu'ils sont au pouvoir. Ils n'ont pas fait de grosses bêtises globalement. Du coup, on a l'impression que c'est une vraie démocratie. Mais en réalité, elle a tout à fait raison de signaler les limites réelles du modèle démocratique turc. Mais je reste toujours convaincu que si les pays arabes se dirigent vers ce modèle-là, c'est le moindre mal que d'autres modèles vers lesquels ils pourraient se diriger. Est-ce que c'est le cas, que ça peut être le cas en Tunisie, par exemple, où il y a une constituante donc, qui va s'installer, où le parti Ennahda a pris le pouvoir? Oui, c'est ça, voilà. Elle s'est installée hier. C'est ça. Et si vous voulez, c'est fascinant ce qui se passe en Tunisie, parce que c'est quand même un enjeu majeur. Nous avons quand même un pays où les droits des femmes sont considérés comme des acquis grâce à Habib Bourguiba. Or, qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers jours? Nous avons le Premier ministre, qui était alors futur Premier ministre islamiste, Hamadi Djebali, qui a dit qu'il fallait entrer dans le 6e califat. Il y a une femme cacique du parti Ennahda, qui était pourtant dévoilée, qui a traité les mères célibataires d'infamie pour une société arabo-musulmane. Donc, les femmes et les citoyens et les citoyennes, même d'ailleurs ceux qui ont voté pour Ennahda, ont très peur. Et cette constituante, il y a un projet qui a été déposé aujourd'hui, qui est un projet très solide et très démocratique, mais ça va être une lutte acharnée entre la majorité islamiste et les autres partis. Alors, je ne suis pas pour les discours radicaux, il est clair. Il y a eu des élections, il y a des vainqueurs, il y a des gagnants et des perdants. La tendance de fond, la lame de fond dans les pays musulmans, et pas uniquement en Tunisie, c'est une tendance musulmane, l'affirmation d'une identité musulmane. Je ne parle plus d'islamiste personnellement, d'une identité musulmane. On peut aimer, on peut vouloir, mais mieux que ça, toujours est-il, aujourd'hui, c'est la situation dans le monde. C'est l'étape, en tout cas. C'est l'étape qui est aujourd'hui. Il faut en tenir compte et ne pas radicaliser le discours de ce côté-ci. Sinon, on retrouverait en face de radicalisation de l'autre côté. Juste un mot pour finir sur la Syrie, parce qu'aujourd'hui, Alain Juppé a dit que le Conseil national syrien était l'interlocuteur légitime avec lequel la France continuerait à travailler. Enfin, parce que ce Conseil national syrien, tout de même, a fait beaucoup d'efforts pour assembler les différentes composantes de l'opposition syrienne. La Syrie vit une situation dramatique depuis des mois. Je veux dire, on a agi pour moins que ça en Libye. Là, pour différentes raisons, à la fois le veto des Russes et des Chinois, pour des lobbies de différentes sortes, pour des minorités, pour d'autres choses. On est en train de laisser un peuple se faire massacrer par une armée. Je suis ravi que notre ministre des Affaires étrangères parle enfin d'une protection humanitaire, soit d'une zone, soit d'un couloir. Maintenant, il faut voir les modalités d'application qui ne peuvent se faire
que difficilement, bien évidemment. Merci beaucoup, merci Martine Gozlan, donc l'imposture turque chez Grasset, merci Mathieu Guider, le choc des révolutions arabes chez Autrement. Restez avec nous, c'est Alain Marchal et le 20h tout de suite.